Ce podcast vous est offert par Luminus, le partenaire énergie de votre entreprise. Bienvenue à Z sur 7, votre Z-podcast quotidien. Aujourd'hui, nous sommes le lundi 23 juin et nous avons un tout nouvel épisode de Z sur 7 pour vous. Aujourd'hui, Baptiste Lambert reçoit Étienne de Calatais, Chief Economist d'Orcadia Asset Management. Ce qui est le plus important, c'est que notre économie soit prospère, parce que c'est ça qui va assurer la base à partir de laquelle on pourra rembourser nos dettes. Ensemble, ils abordent la situation encore et toujours précaire des finances publiques de la Belgique, alors que l'Arizona s'était bâti sur une promesse d'assainissement. Pour ne rien arranger, notre pays s'apprête à valider au sommet de l'OTAN de cette semaine la norme de 5% du PIB de dépenses militaires. Z sur 7, l'info à ne pas manquer. Un expert interviewé par Trends Tendance analyse les racines d'une actualité forte. Bonjour Étienne de Calatais. Bonjour. Alors on s'est beaucoup concentré sur la dégradation de la note bruxelloise ces derniers jours et ces dernières semaines, mais c'est oublié que la semaine dernière, vendredi dernier, l'agence de notation Fitch a également dégradé la note belge. Finalement, est-ce que c'est grave ? Oui, c'est grave. Alors, c'est pas paniquant, mais c'est grave. Nous n'avons aucun intérêt, aucun d'entre nous, aucun citoyen, ni d'aujourd'hui ni de demain, n'a intérêt à une telle situation budgétaire. Oui, parce qu'on voit que les taux à 10 ans, c'est le taux de référence, ça n'a pas beaucoup évolué, mais c'est clairement un mauvais signal. Et puis ça suit une longue dégradation, déjà depuis quelques années. On voit que la note de la Belgique... Effectivement, il faut faire un lien entre la dette et le taux d'intérêt. Je veux dire, si le taux d'intérêt était à 0% pour les 1000 années qui viennent, eh bien, on pourrait se permettre d'avoir une dette colossale que ça ne poserait de souci à personne. En fait, la dette n'est problématique que parce qu'il y a à payer un taux d'intérêt. Et ce taux d'intérêt, nous ne le maîtrisons pas. En fait, nous le maîtrisons un petit peu. C'est-à-dire que si nous sommes fort endettés, nous payons un taux d'intérêt plus élevé que si nous sommes peu endettés. Mais par ailleurs, il dépend aussi de circonstances internationales. Et le premier déterminant du taux d'intérêt auquel la Belgique va se financer. La Belgique en tant qu'État fédéral ou ses composantes, parlons de Bruxelles, eh bien, le taux que l'on va se financer va d'abord être tributaire du taux allemand, ce taux allemand qui lui-même va être le reflet d'une perception sur les marchés financiers. Donc, on a un petit impact et puisqu'on n'a pas d'impact sur le reste, il faut chercher à avoir de l'impact là où on a un peu d'impact, c'est-à-dire sur la maîtrise de nos finances publiques. Oui, et là on voit justement, donc politiquement, l'Arizona s'est justement bâti sur cette promesse d'équilibre budgétaire, du retour dans le vert des finances publiques. Mais là, on voit qu'on n'est pas du tout dans les clous, parce que pourquoi coup sur coup, la Cour des comptes, la Banque nationale, le Bureau fédéral du plan ont chacune dressé un rapport et on n'est pas du tout dans les clous. Et pire, on continue de creuser en fait cette dette. Comment est-ce qu'on peut l'expliquer par quelques éléments Alors, il faut être à la fois compréhensif et sévère par rapport au gouvernement de l'Arizona. Il faut être compréhensif parce qu'en fait, ce qui est le plus important, c'est que notre économie soit prospère, parce que c'est ça qui va assurer la base à partir de laquelle on pourra rembourser nos dettes. Si vous perdez votre revenu, vous êtes bien incapable de rembourser votre prêt hypothécaire. Donc, il nous faut assurer cette base de financement, de remboursement, qui sera la base imposable. Et donc, nous allons à nous préoccuper de ça d'abord et avant tout. Et les réformes prises par le gouvernement Arizona vont globalement dans la bonne direction, qu'il s'agisse de, par exemple, le marché du travail ou d'autres choses. Il faut aussi agir sur les dépenses. Et là, des mesures prises en pension sont tout à fait bienvenues. Donc, il y a du bon et il faut accepter que certaines réformes ne donnent pas leurs effets tout de suite. Il vaut mieux une bonne réforme qui rapportera beaucoup dans la durée qu'un quick win, comme on dit, une réforme rapide qui rapporte beaucoup mais peu et peut-être pas de manière pérenne. Donc ça, c'est l'aspect compréhensif et où il faut saluer ce que fait l'Arizona. Mais d'un autre côté, il faut bien aussi déplorer un côté dogmatique, un côté
démagogique, et j'emploie des mots très très forts. En fait, si vous êtes confronté à une difficulté budgétaire, il faut se dire, ok, je coupe dans certaines dépenses et j'augmente certains impôts, lesquels, c'est pas à moi, économiste, à dire, mais vous devez faire ça. Et puis ensuite, quand vous aurez mis de l'ordre dans vos finances, viendra le temps, vous pourrez vous permettre de baisser les impôts. Mais commencez par baisser les impôts en tablant sur des magnifiques effets retour, ça c'est trompeur. Et donc là, il faut être sévère par rapport à ce qu'a fait l'Arizona, mais je dois ajouter ceci, malheureusement, ce n'est pas une vraie surprise. Je me permettrai un commentaire politique. C'est Jeff Wukelen, qui a été à l'époque très proche de l'Open VLD, donc les libéraux flamands, qui était prof de finances publiques à la VUB, qui disait que les gouvernements avec les libéraux au pouvoir géraient moins bien. On a souvent l'image que c'est la gauche qui gère moins bien. En fait, les faits infirment plutôt ça. Alors, loin de moi de dire que vive le gouvernement d'Di Rupo, certainement pas, mais c'est vrai que du côté des gouvernements avec des libéraux, et notamment côté francophone, on va penser donc en particulier au MR, eh bien, il n'y a pas cette rigueur de faire d'abord l'assainissement et puis la diminution des impôts. On commence par distribuer des diminutions d'impôts. Oui, c'est ça, mais en fait, on remarque que quel que soit le gouvernement, finalement, on n'arrive pas à infléchir cette augmentation de la dette. Et alors, vous avez parlé de ces effets retours, mais c'est vraiment ce que pointent les trois grandes institutions, c'est qu'ils sont surévalués. Est-ce que c'est quelque chose de constant, ça, dans l'histoire économique belge, qu'on surévalue nos réformes et qu'on tape dessus, et en fait, ça n'arrive jamais. Enfin, voilà. Oui, en fait, il y a un truc assez extraordinaire dans les exercices budgétaires successifs auxquels les citoyens sont confrontés, c'est la créativité de nos gouvernements, puisqu'ils ont inventé la règle des trois tiers. Il y a un tiers en recettes, il y a un tiers en dépenses, et puis il y a un tiers autre. Alors, je ne sais pas, est-ce que c'est la planète Mars qui va nous envoyer de l'argent, mais voilà, et ça passe la rampe. Donc non, ils sont tous cancres ou malhonnêtes, selon ce que vous préférez, à avoir des stratégies budgétaires qui sont celles de l'embellissement, pour ne pas dire de la lâcheté. On a connu ça de tout temps. Le gouvernement Verhofstadt a été champion de l'embellissement des comptes. Open VLD-MR déjà à l'époque. En fait, on sait que ce n'est pas neuf, mais il faut continuer de le déplorer. Non, il n'y a pas de troisième tiers. Un effort budgétaire, c'est soit en dépenses, soit en recettes, et il n'y a pas de miracle. Oui, tout à fait. Alors, un nouveau boulet au pied qu'on se met au pied, c'est cette fameuse norme de l'OTAN de 2% des pays de dépenses militaires du PIB. Voilà, on va à peine y arriver. On sait qu'on doit trouver 4 milliards d'euros. On ne sait pas encore très bien comment les financer. Et voilà qu'on parle déjà d'un objectif de 5%. Alors 5%, on pourra différencier un petit peu les 3,5 plus 1,5%, mais 5% c'est 32 milliards d'euros par an. C'est presque l'équivalent du fonctionnement total de l'État fédéral, en tout cas, hors sécurité sociale, bien sûr. Finalement, voilà, après on doit suivre cette norme de l'OTAN, mais est-ce raisonnable, est-ce réaliste? Quel est votre sentiment par rapport à ça? Mon sentiment, c'est que cette règle est idiotissime, mais que simultanément, nous sommes membres d'un club et que si nous ne parvenons pas à convaincre les autres membres du club que les règles doivent être changées, eh bien, il faut se conformer. C'est ça qu'il faut accepter. Donc je comprends la posture d'un Maxime Prévost en disant like it or not, volens nolens, que ça vous plaise ou que ça ne vous plaise pas. Si on est membre d'un club et que la règle c'est ceci ou c'est cela, vous pourriez souhaiter que la musique continue au-delà de 11h, mais si la règle dans le club c'est que la musique s'arrête à 11h, elle s'arrête à 11h. C'est regrettable peut-être, mais voilà. Donc le 5%, ceci dit, il faut redire que c'est idiot. Ce dont nous avons besoin, c'est bien sûr de renforcer notre sécurité, de renforcer notre robustesse, notre résilience, notre capacité à encaisser des coûts, mais c'est des coûts qui sont non seulement des coûts qui seraient des attaques de drones ou de missiles, et il faut investir dans des protections par rapport à cela, mais il faut aussi bien voir que ce qu'il faut avoir comme défense, c'est de l'autonomie énergétique. Donc stimuler une réduction de notre dépendance aux énergies fossiles, stimuler l'énergie renouvelable. On peut ne pas aimer le soleil, on peut ne pas aimer le vent, enfin moi
j'aime plutôt bien les deux, mais au moins, c'est chez nous. On ne doit pas, en fait, aujourd'hui, nous devons voir qu'avec nos énergies fossiles, nous avons davantage financé l'effort de guerre russe que nous n'avons soutenu l'effort de défense des Ukrainiens. C'est quand même assez grave. Donc, il faut investir dans notre autonomie énergétique. Et ça passera par le renouvelable, ou le nucléaire, diront certains. Mais bon, là encore, il faut voir d'où viendra notre uranium. Mais, et puis, il faut aussi penser à la protection de nos systèmes informatiques. Il faut penser à l'information de la population, lutter contre la désinformation. Vraisemblablement que M. Poutine nous fera plus de mal au travers de la manipulation de l'information qu'en envoyant des tanks dans les rues de Bruxelles. Oui, tout à fait. Mais c'est justement ça. Hein. Donc, les 5% seraient divisés en 3,5% de dépenses purement militaires. Et il y a 1,5% pour des dépenses de résilience, hein, on dit au niveau des infrastructures, mais aussi au niveau de la cybercriminalité, etc. Bon, 3,5%, ça fait quand même 21 milliards d'euros à trouver chaque année. C'est toujours... Il y a une autre manière de regarder, c'est que si nous mettions 3,5% et demi de dépenses militaires en commun au niveau européen, ça ferait bien plus de sous que ce que les Russes ne font. Alors bien sûr, les Russes parviennent à dépenser moins. Le coût de l'équipement militaire est moins là-bas, moins élevé. Mais qui peut penser un quart d'instant que c'est en ayant une nouvelle livraison d'une vingtaine de F-35 que nous serons à l'abri? Oui, tout à fait. C'est de la coordination, hein, surtout qu'on a besoin. Déjà, actuellement, on dépense plus que la Russie à titre d'exemple. Voilà, et en fait, pour arriver à cet équilibre budgétaire, il n'y a pas 36 solutions. Bon, on l'a déjà un petit peu évoqué, hein, mais soit on augmente les recettes avec certains impôts, soit on baisse les dépenses, encore plus que ce qu'on l'a fait. On voit que ça a suscité quand même quelques soulèvements, on va dire, dans la rue ou de certaines professions. Selon vous, où devrait être la priorité? Il faut un mélange des deux, il faut aller plus loin dans la réforme fiscale. Quelle est la priorité selon vous, pardon? La priorité pour moi, c'est de réduire notre déficit. Et donc, si ça passe par une augmentation des impôts, il faut l'accepter. Ceci dit, je pense qu'il y a davantage à regarder du côté de la réduction des dépenses que de l'augmentation des impôts. Et ce qui m'amène à faire cela, une fois encore, c'est un raisonnement de club. Nous sommes une petite économie ouverte, très très intégrée. Que font les autres? Est-ce qu'ils taxent autant que nous? Non, ils dépensent moins que nous. Alors pas tous les pays, mais la majorité sont plutôt à dépenser moins et taxer moins. Ouais. Eh bien, qu'on aime ça ou qu'on n'aime pas trop ça, eh bien, il faut nous aligner. Et donc, il faut d'abord regarder du côté de la compression des dépenses, mais ça n'empêche pas qu'il faille aussi envisager certains impôts, si pas augmenter la pression fiscale globale, à tout le moins réformer la fiscalité. Et j'aime ajouter que réformer la fiscalité, ça ne veut pas dire baisser la pression fiscale. Réformer la fiscalité, c'est réduire, voire supprimer certains impôts et en augmenter d'autres. Et cela, malheureusement, c'est quelque chose qui est aujourd'hui présenté par l'un ou l'autre membre de la coalition gouvernementale comme un tabou. Pas de nouvel impôt, mais les tabous en la matière sont absolument idiots et à rejeter. La Belgique fait donc face à une situation budgétaire préoccupante. Elle est marquée par un déficit persistant et des choix politiques parfois démagogiques. Pour Étienne de Calatet, il faut réduire les dépenses publiques, mais sans exclure des réformes fiscales ciblées. Le maintien de tabous autour des impôts, comme des coupes budgétaires, empêche selon lui toute action efficace. Dans un contexte international exigeant, il faut rester lucide pour assurer la viabilité des finances publiques. Demain, retrouvez vos analyses quotidiennes et Christophe Charlot qui présentera l'utilité de WhatsApp comme canal publicitaire, notamment pour les PME. À demain! Mieux gérer l'énergie au sein de votre entreprise? Ça commence par l'expertise de Luminus. Bonjour, je suis Quentin Janssen, directeur B2B chez Luminus. Avec mon équipe, nous aidons les entreprises dans l'électrification de leurs besoins. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment gérer intelligemment un surplus d'énergie solaire. On pense souvent que plus il y a du soleil, mieux c'est pour la production d'énergie solaire. Mais ce n'est pas toujours vrai. Quand il fait très beau, surtout entre midi et 14h, l'ensemble des installations solaires de Belgique, qui représentent plusieurs milliers d'installations, injectent leur production en même temps sur le réseau. Résultat, l'offre dépasse la demande. Cela fait parfois chuter les prix de l'électricité qui peuvent devenir négatifs. Et dans ce cas, il vous faudra payer pour injecter votre énergie sur le réseau. Ce n'est pas quelque chose qui arrive tous les jours, mais c'est de plus en plus fréquent, surtout au printemps ou en été. Mais heureusement, il existe une solution intelligente. Réduire temporairement la production de votre enrouleur
Et ainsi, votre production restera couverte et vous limiterez le surplus injecté sur le réseau. Grâce à cette modulation de puissance, on évite de surcharger le réseau et on garde la valeur de ce qu'on produit. On optimise ainsi le tout. Parce qu'au fond, chaque kilowattheure compte. Vous souhaitez en savoir davantage ? Visitez notre site web luminus.be/smartkits. Luminus ? Ensemble, faisons la différence.